bienvenue à vous, Monsieur Emmanuel Gordien. En 2 mots, 4 paroles, vous précéderez pendant 30 minutes, ça vous va? L'intervention du professeur Serge Romana. Emmanuel Gordien, maître de conférence des universités, praticien hospitalier en virologie, responsable du Centre national de référence pour le virus de l'hépatite delta, membre fondateur et vice-président du comité Marche 98, spécialiste de la généalogie des sociétés postcoloniales et esclavagistes, responsable de l'atelier de généalogie et d'histoire des familles du comité de Marche 98. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tous créoles, chers amis, merci de cette invitation. Nous sommes très fiers, très honorés de faire ce petit causé avec vous. Parce qu'en fait, j'aime pas parler de moi, on me demande de parler de moi. Alors, on vous a présenté plein de choses là, bon, ça c'est pas faux, hein, ça. Mais je suis avant tout un Guadeloupéen. J'habite à Port-Louis. C'est là où j'ai fait toute mon enfance en Guadeloupe. Pour lui, tu connais le papillon, la petite aile tout en haut. Donc regardez à gauche, tout en haut au nord, l'une des plus belles plages de la Guadeloupe. C'est ce que je pense. Et surtout, j'habite dans un petit village. Enfin, en tout cas, non, moi j'habite pas là-bas. Mes parents, mon père est né d'un tout petit village qu'on appelle Montroc. Alors Montroc parce que c'est rocailleux. C'est là, dans ce petit village de Montroc, qu'un de nos parents, qu'on appelle Papa Blaise, a acheté en 1851 1 hectare de terre. Et c'est assez étonnant, parce que ce Papa Blaise, il a 51 ans. En 1849, vous imaginez que c'était un esclave. Son numéro était 98. À l'abolition de l'esclavage, le 2 janvier, on lui donne le nom de Colin. Blaise Colin. Alors pourquoi je parle de Blaise Colin? Parce que c'est le premier esclave que nous avons que nous connaissons dans la famille depuis que j'ai 3-4 ans. Papa nous parle de ça. Pourquoi il dit ça? Parce que ce petit Montroc, cette petite terre dont je vous parle, Montroc, c'était une terre rocailleuse. Elle appartenait à un ancien colon qui était, paraît-il, extrêmement méchant. Et parce que ce colon était extrêmement méchant, son fils a acheté cette terre des mains de son père. Et l'a revendue à ses esclaves qui sont devenus des petits paysans. Et lui, ce fameux Papa Blaise, a acheté cet hectare de terre. On se demande comment il a fait. Eh bien, sous l'esclavage, il pouvait travailler la terre, avoir un petit peu d'argent qu'il a eu. Et son idée première était d'abriter les siens. Et c'est comme ça qu'il a abrité sa dernière fille, qui s'appelait Bernardine. Dans la famille, on dit Mathurine, mais c'est Bernardine, qui elle aussi était née esclave. Et cette dame, c'est la grand-mère de mon papa. Alors ça, c'est pour bien vous dire que c'est là que mon papa est né. Il s'appelait Gabriel Denis Gordien. C'est mon nom, Gordien. Et mon papa, c'était quelqu'un d'assez particulier. Alors, il nous a fait une histoire terrible. Il est mort le 1er avril 2011. Quel poisson d'avril. Mais c'était un grand homme. En tout cas, c'est le plus grand. Je dis c'était mon Dieu. Eh bien, ce Gabriel Denis Gordien, il nous raconté à tous l'histoire de la famille. Et ce Gabriel Denis Gordien, tenez-vous bien, a connu les 2 derniers fils de l'Africain déporté qui est arrivé à Port-Louis en Guadeloupe. Il s'appelait Rémi et Clément, ses 2 fils.
Je vous dis bien, les fils de l'Africain déporté. Cet Africain s'appelait, on lui a donné le nom de Georges quand il est arrivé. Évidemment, c'est pas par la croisière, il est arrivé, vous le savez comment, par ce bateau négrier. Il a débarqué donc à Port-Louis. On lui a dit, tu t'appelles Georges. On l'a baptisé, comme ça se faisait. Et en fait, très vite, tout le monde l'appelait Georges Dibouriki. Georges Dibouriki, et dans tous ces actes d'état civil que j'ai retrouvés jusqu'à son décès en 1884, Georges Dibouriki, né en Afrique. Et ce Georges Dibouriki, né en Afrique, vous savez, papa nous disait tout le temps qu'avec ses deux grands-tontons, donc les deux fils de cet Africain déporté qu'il a connu, mais quand il se disait bonjour, il s'embrassait en se cognant la tête. Vous avez dit, il avait fait ça, hein? Eh bien, figurez-vous qu'avec mes frères, on fait pareil. Jusqu'à maintenant, on fait pareil. Quand on se dit bonjour, on s'embrasse, beau frère à tout, on se cogne la tête pour s'embrasser. Et on croyait que c'est nous qui avons inventé ça. Eh bien non. Alors la question, c'est que papa nous a raconté donc que ce que lui ont dit ces deux tontons, c'est que Georges Dibouriki était un Vamboug. Chez nous, vent c'est vaillant. Il devait être comme moi, je sais pas, 1m82, 90 kilos. Et c'était un gros travailleur. Et que ce monsieur, il est donc né en Afrique et qu'il avait 3 garçons. Le premier s'appelait Denis, comme mon papa. Et les 2 derniers s'appelaient Rémi et Clément. Et ce qu'il savait, ce qu'on lui a dit, c'est que Denis, il s'est marié à une jeune femme. Alors ça, et c'est moi qui lui ai appris ça, parce que moi j'ai fait de la généalogie, et c'est moi qui ai trouvé en 2002. Ouais, c'est pas vieux, hein. C'est moi qui en 2002 ai trouvé qui était la femme de ce Denis. Et j'ai trouvé que cette femme s'appelait Renette, dite Misère. Elle avait, tenez-vous bien, 14 ans quand elle a eu son premier garçon, Denis. Alors, papa nous disait que il aurait aimé aller en Afrique, savoir, mais venir en Afrique, ça veut dire quoi, venir en Afrique? Ça veut pas. Alors je me suis dit, moi, que j'allais faire ça pour papa, je suis en Afrique. Et je me souviens qu'en discutant avec mon ami de longue date, depuis 40 ans, Serge Romana, je disais à Serge, mais dans toute ma carrière médicale, je suis allé au Maghreb, je suis allé dans tous les pays du monde, et je ne suis jamais allé en Afrique subsaharienne. Parce que je ne sais pas comment y aller. Vous imaginez quand on vous dit, il y a un papa qui est né en Afrique, ça a un côté à la fois mythique, mais un côté qui fait un petit peu peur aussi. Je ne sais pas comment y aller. Serge m'a dit, pas occupé, nous que trouver que j'en peux nous aller. Et je connais Serge, quand il dit ça, c'est qu'il y a une idée dans la tête. Et puis un jour, il me dit, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, ce qu'il y avait dans la tête de Georges Dibouriki quand on l'a mis dans le bateau? Bonne question. Parce qu'au fond, 90% de nos populations, Guadeloupe et Martinique, ils sont venus par le bateau comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête? Et là, j'ai dit à Serge, j'ai l'impression qu'il devait se dire qu'il ne verra plus jamais ce pays. Qu'il ne verrait plus jamais. Et Serge m'a dit, eh bien voilà, tu sais maintenant comment retourner au pays. Vous avez compris ou pas? Eh bien, je vais vous dire. Alors, vous savez, on a fait un travail dont je vais vous parler tout à l'heure très longuement. Nous avons retrouvé 90 000 noms de personnes qui étaient esclaves en Guadeloupe jusqu'à la date de l'abolition, à qui on a donné des noms après l'abolition. On a trouvé 64 000 noms de Martiniquais, à qui on a donné des noms après l'abolition. Et figurez-vous que dans ces listes des noms que nous avons trouvés, donc 120 000 noms, 125 000 noms, il y a marqué leur lieu de naissance né en Afrique, comme pour mon Georges Dibouriki. Alors Serge m'a dit, j'ai dit à Serge, mais à quoi tu penses alors? Et je lui ai dit, ben ok, on y raisonne, que fait? J'avais compris. Eh bien, ce que nous avons décidé, avec Serge à ce moment-là, que nous allions proposer au gouvernement du Bénin de faire un mémorial des noms de tous les Antillais
esclaves qui ont reçu un nom à l'abolition et dont il y avait marqué la mention « né en Afrique ». Quelle était l'idée? L'idée, c'est que comme Georges Bouriki, il a dit « je ne verrai plus jamais ce pays », eh bien nous allions lui faire revoir ce pays, nous allions le ramener symboliquement. Et pourquoi le Bénin? Parce que le Bénin, on sait que c'est l'un des plus grands ports d'où sont partis la majorité des Antillais. Le Bénin, en particulier, Ouida, la plage de Ouida. On sait que c'est de là qu'ils sont presque tous partis. Mais pourquoi le Bénin aussi? Parce qu'un de nos amis, le docteur Guimero, qui malheureusement est décédé, avait fait un travail génétique important sur la maladie de la drépanocytose. Et il avait trouvé, alors il avait fait ça pour la Guadeloupe, que 75% des Guadeloupéens avaient des gènes de la drépanocytose qui venaient du Bénin, de toute l'ère culturelle bantou Bénin. Donc on a dit, écoutez, on va faire ça, on va partir, on va ramener. Alors on a écrit au ministère de la Culture, Monsieur Jean-Michel Abimbola. Il faut dire qu'on a beaucoup été aidé par un de nos grands amis maintenant qui s'appelle Monsieur Serge Guézo. Vous connaissez le roi Guézo, ça vous dit ou pas? En tout cas, c'est le dernier représentant du roi d'Abomey, la dynastie des Guézo. Et on a rencontré Serge Guézo du coup de plusieurs réunions que nous faisions là-bas. Je vous parlerai de ces réunions tout à l'heure. Et on a dit à Serge Guézo, écoute, on veut faire ce mémorial. Il nous a dit, écrivez au ministre ce qu'on a fait en décembre 2013. Nous avons reçu une réponse extrêmement rapide du ministre du Bénin, M. Jean-Michel Abimbola, qui nous a dit, je vous attends avant la fin de cette année pour que vous veniez de vive voix nous présenter ce projet qui nous intéresse. Nous avons créé au Bénin l'Agence pour la réconciliation et le développement du Bénin. Et par conséquent, nous sommes extrêmement attentifs à ce que vous voulez faire, nous vous accompagnerons. Et c'est comme ça que, au mois de mars 2015, avec Serge Roumana, avec Serge Guézo, nous sommes partis au Bénin. Et là, M. Guézo nous a fait visiter le pays. Et tenez-vous bien, il nous a fait rencontrer les rois du Bénin. Alors, vous savez, le Bénin n'existait pas à l'époque. C'était des grands royaumes qui avaient dans cette région, le royaume d'Abomey, le royaume de Savè, le royaume de Kétou, entre autres. Et il nous a fait rencontrer ces rois du Bénin. Alors, ce qui nous a beaucoup honoré, c'est que il paraît que Serge et moi, nous sommes les seules personnes à avoir rencontré à la fois, dans la même réunion, 9 rois du Bénin, sur les 20 qu'il y a. Ça nous montrait un peu l'importance qu'ils attachaient à cette démarche que nous avions voulu faire. Avec toujours au départ, je pensais à Georges Bouriki. Et donc, nous sommes allés donc voir ces 9 rois, on a discuté avec eux, et ils nous ont raconté comment ça se passait. Ils nous ont raconté que oui, il y avait des royaumes qui étaient des belligérants qui se battaient entre eux. Qu'il y avait des royaumes où ils voulaient, pour s'agrandir, il fallait qu'ils attaquent l'autre. Et il y avait, par conséquent, des prisonniers de guerre. Et ces prisonniers de guerre, quand il y a eu l'offre et la demande de captifs pour l'esclavage, ces prisonniers-là étaient vendus aux Français, aux Portugais, aux Espagnols, bref, il y a d'autres pays, Alors, ils nous ont raconté ça, ils nous ont expliqué ça, et ils nous ont dit, en tout cas, votre démarche nous intéresse, parce qu'en Afrique, toujours, nous vivons avec ce problème entre nous. Nous n'avons pas réglé cette question, c'est pour ça que nous avons créé cette agence béninoise pour la réconciliation et le développement. Alors, figurez-vous qu'il y a un 10e roi, le roi de Kétou, qui n'était pas là. Kétou est un royaume qui est au nord, qui est à plus de 200 km, 250 km, et qui a demandé à ce qu'on vienne le voir. Ce n'était pas prévu dans notre plan, mais on l'a quand même fait. Et avec Serge, avec une délégation donc de l'agence béninoise pour la réconciliation, nous sommes allés à Kétou voir le roi de Kétou. Impressionnant. Alors évidemment, on se présente devant le roi,
Évidemment, on se met à genoux, on se présente, et moi je dis à ce roi de Kétou, je m'appelle Nerville Emmanuel Gordien, je suis guadeloupéen, je suis l'arrière petit-fils de Georges dit Bouriki. Il m'arrête, il me dit, Bouriki vous dites? Je dis oui, Bouriki. Bouriki vous dites? Oui, Bouriki. Continuez. Et je continue, et j'explique ma démarche. Il nous reçoit, et à la fin de cet entretien avec lui, il envoie un de ses ministres, les rois des ministres, ils sont plusieurs femmes, qui étaient toutes là, tous là, me voir, et le ministre qui me dit, le roi vous fait dire que tous les Bouriki du Bénin habitent dans le même village qui est à 10 km d'ici dans mon royaume. Tous les Bouriki. Je lui dis, ah bon. C'est rentré là, et c'est resté là. Parce que je me disais que c'est impossible pour un Antillais de retrouver l'ethnie d'où est venu le premier d'entre eux. Moi, c'était pas possible. Donc pour moi, je suis rentré et c'est resté là. Et figurez-vous qu'en racontant mon histoire généalogique que j'ai commencé à vous raconter, il y a plus de choses à vous dire, mais je ne vais pas tant tout vous dire. Ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Il y a Franck Salin, qui est avec nous, un des membres fondateurs de ce nouveau mouvement mémoriel dont vous parlera Serge tout à l'heure. En écoutant mon histoire, il me dit, il m'a interrogé pendant près de 6 mois. Il me pose des questions. Et en fait, il avait dans sa tête une idée, avec le prince Guézo, c'est que nous retournions là-bas pour faire un film documentaire que vous avez peut-être dû voir, qui est passé en Martinique première, le 31 mai de cette année. C'est un film qui retrace justement cette histoire généalogique. Et il m'interroge, il me cuisine, pose plein de questions. Il dit, mais pourquoi tu me poses ces questions? Non, t'inquiète. Comme c'est quelqu'un qui est un créateur, je pensais qu'il voulait écrire un livre. En fait, il préparait un documentaire. Et avec le prince Guézo, ils ont organisé un retour au Bénin en 2016, officiellement pour faire le film. Donc je suis invité à aller faire ce film là-bas, pour raconter mon histoire généalogique. Et pendant que ils font ça, on ne me dit rien, on ne me dit pas que le village des Bouriki, ils ont contacté les gens là-bas, que j'avais une visite de programmée là-bas. J'apprends ça dans l'avion quand nous allons au Bénin. Il me dit, oui, il y a une visite qu'on fera, mais c'est pas encore bien organisé, on verra bien. C'est pas bien organisé. Alors, figurez-vous que nous avons tourné, donc, la page de Ouida, le film, et puis le jeudi, on va dans le village de Zian, dans la commune d'Ifani, dans le département du Plateau, qui est à l'est du Bénin, à la frontière avec le Nigeria. Et donc on m'amène là-bas. Et j'arrive, tranquillement. Et puis, on me dépose devant un village. Il y a des maisons qui sont faites en terre cuite, il n'y a pas de porte. C'est rouge, tout est rouge, des petits enfants qui jouent. Et puis je vois tout d'un coup une horde. Beaucoup de femmes qui viennent autour de moi, qui m'entourent et qui se mettent à chanter. Et il y a une qui vient, qui me tient par la main et qui me fait faire le tour du village. Je vois toutes ces cases sans porte. Je vois les enfants, je vois la terre rouge. Je vois des gens qui me ressemblent, qui nous ressemblent. Et les gens chantent, ils chantent. Et après, on me fait aller sur une petite place à côté. Il y a un tas de vieilles personnes qui sont assises en cercle. C'était les anciens du village. On me fait rentrer au centre de ce cercle. Et l'entremetteur, le monsieur, un descendant aussi des Bouriki, il vient et il me présente à toute l'assemblée qui est là. Et moi, spontanément, j'ai parlé créole. Spontanément, j'ai dit, en comptant les autres, ils ont qu'à s'en moins. En pas besoin de ces familles en moins, mais en les autres confondus.
Et ensuite, j'ai dit en français pour que notre traducteur puisse traduire. Et quand j'ai dit ça, j'ai entendu un sorte de brouhaha, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Tous les gens, et j'ai vu le visage des gens s'est allumé. Ensuite, on me fait asseoir, et il y a une vieille dame qui se met debout, et qui prend la parole, et qui dit, presque en pleurs, elle me raconte qu'il y a un mois, la plus ancienne du village est décédée, au mois de janvier, j'étais là en février, et que c'est elle qui lui racontait comment son grand-tonton lui parlait de parents qui étaient partis et qu'on n'avait jamais revus il y a longtemps. Et elle disait, merci d'être venu. Elle me dit à moi, merci d'être venu. Il y a un vieux monsieur qui s'est levé, qui vient vers moi nu-pied. Je regarde ses pieds, je vois les pieds de ma fille. La même forme des doigts de pied. Il ressemble à mon tonton comme 2 gouttes d'eau. Et il me dit, pourquoi tu as mis si longtemps avant de revenir chez toi, depuis le temps qu'on t'attend? Ensuite, discutons. Alors figurez-vous qu'on me prend, on me fait enlever ma chemise, mon t-shirt, on me fait rentrer dans une salle, la seule salle qui avait une porte. C'était leur temple. Ils pratiquent donc les rites vaudous. On me fait rentrer. Et ensuite, il y a des jeunes qui sont scarifiés, donc des jeunes qui sont des initiés, et qui commencent une prière. On me demande mon nom, on répète mon nom à plusieurs reprises, on répète le nom de Georges Bourriquet à plusieurs reprises. Ils interrogent les oracles. Avec donc tout leur rite que j'ai vu, je suis là, je regarde. On nous fait boire évidemment un alcool de palme, 20 degrés. C'était le sodabi. Et ils font une prière et on interroge les oracles et chaque fois ils crient. Parce que les 3 fois où on a interrogé les oracles, ils ont dit c'est le Fils qui est revenu. Et à un moment, je vois qu'il y a une bouteille qui est par terre, une bouteille d'eau, une bouteille bleue. Je vois qu'ils font une prière sur la bouteille et tout. Et après, on me donne la bouteille. Bon. Après, quand on a fini, donc, je vous passe les détails. Quand on a fini cette cérémonie vaudou, il n'y a pas eu de sacrifice d'animaux, cette fois-ci. Mais d'habitude, il y a toujours derrière des sacrifices d'animaux. Et là, on me fait sortir. Quand je sors, il y a des draps qui sont par terre. Et toutes les femmes du village viennent à nouveau autour de moi, se mettent à chanter « Bienvenue dans ton pays, bienvenue dans ton peuple, bienvenue chez toi, bienvenue chez toi ». Et après, on me fait faire un rite très particulier, on me fait retourner au centre avec les anciens, on me fait faire comme si des pompes à droite et à gauche. Et en fait, c'est mon entrée officielle dans le village. Mieux que ça, mais ils étaient aussi émus que moi parce qu'ils ont oublié un rite. Ils avaient pris un petit palmier. Il était question que moi je plante ce petit palmier sur la terre qui m'est réservée. Parce qu'on m'a dit, voilà, cette terre c'est la tienne. Quand tu reviendras, c'est là que tu vas faire ta maison. Et donc, après vous imaginez cet épisode-là. Les femmes m'entourent de moi. Ensuite, les hommes sont venus. J'ai des belles photos de ça. On est repartis tous ensemble. Ils m'ont ramené à la voiture. Ça, c'était pour les besoins du film, parce que tout il fallait filmer aussi. Ils m'ont tous ramené. Il y a une femme qui vient vers moi, qui me tient, qui m'embrasse, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma cousine Judith. Et puis, il y a un petit jeune qui vient en pleurant. Un petit jeune, à 30 d'années, scarifié. C'était parmi les prêtres vaudous qui ont fait la cérémonie. Et il me dit, je suis content que tu sois là parce que tu ressembles à mon père. Mon père est mort il y a 20 ans. J'étais tout petit, tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Et ce garçon, c'est pas petit, il a 30 ans, je suis pas un ancêtre. Mais figurez-vous que
quand j'ai laissé le village, les petits-enfants sont venus à côté de moi. En particulier, il y a Donatien qui est venu me voir. Donatien, en particulier, ses oreilles sont collées là, les lobes en haut sont collés. Donatien, tout mignon. Et il vient vers moi, il me regarde en pleurant. Il joue avec un ballon qui est crevé. Il joue au ballon avec eux, avec Donatien. Et puis vous savez, j'ai envoyé un ballon à Donatien. Je lui ai envoyé un ballon tout neuf, un gros ballon. Il a reçu, il est content, évidemment. Eh bien, figurez-vous que quand on a fini cela, je suis retourné donc avec l'équipe, on est retourné à notre hôtel. Le jour de mon départ, ils ont fait une délégation pour venir me dire au revoir. Dans cette délégation, il y avait ce fameux jeune scarifié dont je ressemble au père, et avec le traducteur, le plus vieux traducteur qui est venu. Ils sont venus tous les deux à moto, 150 km, venir me dire au revoir. 11h du matin, dans notre petit hôtel, ils sont venus nous voir. Et puis, on parle. Alors lui, le garçon, il parle pas du tout français, donc c'est l'autre qui traduit. Il me raconte et puis qu'il a 3 enfants, un garçon le premier à 14 ans. Il me parle, on parle de nous, on parle de nous. Et après, je leur dis, mais j'ai une idée qui me vient, je prends mon ordinateur pour leur montrer des photos. Je leur montre la photo de mon papa. Ah, ils regardent, ils sont contents. De mon tonton, ils sont contents. Et je montre la photo de mon grand-père. Et là, ils mettent la main sur la tête, tous les deux au même moment, et ils disent le même nom en même temps. Ils ont vu dans mon grand-père quelqu'un qui ressemble à... qu'ils connaissent. Ils ont dit le même nom en même temps, la main sur la tête. Et ensuite, on est tombé dans les bras les uns des autres pour pouvoir, si vous voulez, j'allais dire célébrer ces retrouvailles, pour leur dire au revoir. Donc, ce qui me paraît important dans cette histoire, c'est que il y a 2 choses qui m'ont beaucoup frappé, c'est cette souffrance de celui qui est parti que j'ai trouvé au Bénin. Et cette joie de celui qui revient. Je me suis dit que là, nous avons des choses à nous dire. Nous avons des choses à faire ensemble. Et figurez-vous que quand je pars comme ça au Bénin, ça c'est la 2e fois, vous imaginez pas, mais en même temps je profite pour aller à la faculté de médecine, pour dispenser des cours pour les étudiants en médecine. Et comme je refais aussi cette année un cours de 3 heures, de 2h30, et puis ils m'ont interrogé pendant... Le doyen de la faculté m'a demandé est-ce que je voulais être le responsable de l'organisation des cours de virologie de la faculté de médecine de Cotonou. J'ai dit oui. Donc tous les ans, je vais partir au Bénin faire des cours pour les étudiants en virologie de 3e année de la faculté de médecine de Cotonou au Bénin. Et tous les ans, par conséquent, je retournerai au village de Zion, dans la commune d'Ifani, dans le département du Plateau, au Bénin, pour voir ses parents, pour leur parler. Et pour terminer, je vais raconter une autre histoire. Ça va être trop long, hein. Je pourrais rester des heures, hein. Je vous raconte une dernière histoire. En revenant du Bénin, mon association et mon groupe de généalogie participent à une réunion de généalogie de tous les groupes de généalogie de France. Il y a 49 groupes de toute la France qui sont là et nous avons aussi notre stand. Et puis un monsieur qui arrive, jovial, un blanc, barbu, il dit, gentil, j'étais pas là, hein, il dit, je suis aussi moi de la Guadeloupe. On lui dit, ah bon, vous êtes d'où? Il dit, je suis de Port-Louis. On lui dit, ah bon, vous êtes de Port-Louis? Mais d'où? Il dit, je suis un héritier beutier. Ah, évidemment, tous les gens connaissent mon histoire généalogique dans l'association. On lui dit, monsieur, est-ce qu'on peut faire une photo de vous? Parce que notre vice-président, il nous raconte tout le temps que son papa Blaise était l'esclave de monsieur Beutier. Il dit, oui, donnez-lui mes coordonnées. Donc, on me voit la photo sur mon portable. Et j'appelle Jacques. Je lui dis, Jacques, c'est Emmanuel. Il me dit, oui, j'attendais votre appel. On se voit quand? Mais samedi, à 18h, si vous pouvez. Banco, on y va. Samedi à 18h, à la Nation, dans un bar, le Canon de la Nation. On va dans ce bar. Je suis assis, je suis arrivé avant lui. Il arrive et tout jovial, il vient vers moi. Il dit, comment tu sais que c'est moi? Il me dit, c'est évident que c'est toi. On se donne la main.
et on discute. On discute de quoi? Eh bien, on discute, figurez-vous, d'un testament qu'avait laissé son arrière-grand-mère, la dernière qui était effectivement la maîtresse de mon papa Blaise. La maîtresse, pas la maîtresse. Oui, ça prête à confusion. C'était le colon, c'est parce que la fête, cette dame était mariée à monsieur Marc Betier, mais ce monsieur était mort. Et donc c'est elle qui a hérité de la plantation, l'habitation sucrerie, et c'est elle du coup qui était la chef de l'habitation, et mon papa Blaise était donc sous ses ordres. Donc c'est plus clair? D'accord? Alors, figurez-vous que cette dame a laissé un testament que j'avais, parce qu'elle l'avait laissé aussi aux archives. Et donc avec Jacques, on a fait des échanges de ce document, on en a beaucoup parlé, et je racontais des histoires qu'il ne connaissait pas, parce que mon papa Blaise avait des relations privilégiées avec cette madame Betier, sa maîtresse. Mais privilégiée pas dans le sens que, d'accord? Et pourquoi faire? Oh, pourquoi faire rien? Comme ça, vous dites ça. Et donc, figurez-vous que avec Jacques, on a dit qu'on a des choses à se dire. Et la réunion s'est terminée, on se montrait les photos de nos enfants respectifs et de nos petits-enfants, puisqu'on a des enfants et des petits-enfants. Et en fait, quelle est l'idée, le message de tout ça, à mon sens? C'est que, avec Jacques, mais avec les Bohiki, alors le nom c'est pas Bohiki, c'est Bohiki, G-B-O-H-I-K-I, avec donc les Bohiki, dont une des filles vit en région parisienne, et bien évidemment avec qui nous sommes en relation suivie. Nous avons dit que nous avons des choses à nous dire. Voilà, que nous réécrivions l'histoire, que nous la racontions, que nous puissions y puiser des éléments de fierté, de concorde, d'unité, que nous puissions y trouver la force de construire des sociétés qui doivent aller de l'avant, qui peuvent aller de l'avant. C'est ce que moi j'ai compris de cette histoire et que je voulais vous raconter. Merci.